Oui, très bien. Alors, je pense qu'on peut reprendre la session. Alors, juste avant de commencer, je vais répondre à la question de Monsieur André Kaboué. Alors, oui, il est possible de pouvoir céder de la littérature. D'ailleurs, on le fait souvent lorsqu'on n'a pas de données disponibles. Donc, on peut, par exemple, se baser sur des données soit de la sous-région ou même du continent lorsque c'est vraiment des données difficiles à avoir. Et donc, ça permet de pouvoir au moins avoir une idée de comment pourrait réagir le système énergétique euh, dans ce sens, en fonction des contraintes et des objectifs qu'on s'est fixés et qu'on veut analyser. Alors, pour revenir à notre présentation sur la modélisation systémique du secteur transport, merci Eddy pour l'introduction sur la modélisation et les différents modèles qui existent et les différentes approches. Donc, nous, on a voulu faire cette modélisation sur le secteur transport. Alors, nous avons choisi le secteur transport du fait de son importance croissante dans la consommation énergétique. Donc, comme on peut le voir sur le côté qu'on a un taux de croissance d'environ 8% par an entre 2000 et 2015, ce qui a eu comme conséquence une multiplication de plus de 3, par plus de 3 de la consommation. Donc, on est passé de 11 pétajoules en 2000 et jusqu'à environ 37 pétajoules en 2015. Et donc, le secteur, cela implique alors que le secteur du transport est appelé à être confronté à des enjeux majeurs, à savoir d'une part développer des moyens de transport adaptés pour satisfaire les besoins de mobilité de sa population croissante et ainsi que le transport des marchandises. Et d'autre part, tout en répondant aux exigences de développement durable comme stipulé en huitième axe dans le plan national stratégique de développement. Et donc, il devient nécessaire de se doter d'outils d'analyse prospective pour mieux comprendre et saisir les logiques du secteur en vue d'apporter des réponses concrètes aux questions issues du transport. Et donc, pour ce faire, euh, on va d'abord expliciter ce que c'est qu'une analyse bottom-up, par exemple, du secteur transport et qu'on va essayer de voir là ensemble. Comment on le représente dans un modèle? Alors, on représente le secteur transport qui regroupe les activités de transport de passagers et de marchandises pour satisfaire une demande qui est exprimée en passagers kilomètres dans le cas du transport de passagers et en tonnes kilomètres dans le cas de celui des marchandises. Euh, on, on évalue l'évolution de ces demandes en utilisant les indicateurs macroéconomiques et comme tels que le PIB, le revenu, PIB par tête ou la population. Donc, comme on a pu l'expliquer tout à l'heure lorsqu'on répondait aux questions sur le chat. Et donc, en se basant, on peut se baser sur une analyse des tendances historiques. Donc, ça permet d'avoir des liens entre la demande et ces indicateurs macroéconomiques. Ou sinon, on peut se baser, comme on vient de le dire, directement au niveau de la littérature. Et donc, on représente aussi la partie énergie, où soit on a des ressources propres et on représente aussi le niveau des importations. Donc, on pourra évaluer le niveau de dépendance aux imports, par exemple, aux importations de produits pétroliers, etc. Et on va plus loin lorsqu'on parle de modélisation prospective bottom-up du secteur transport. Cela signifie que on représente, on désagrège le secteur transport qu'on vient de dire, c'est-à-dire les activités de transport passagers et marchandises, en différents modes, c'est-à-dire routier, ferroviaire, aviation, maritime. Et pour chaque mode, par exemple, si on prend le cas du routier, on désagrège par segment. Par exemple, véhicules personnels, les bus urbains, intervilles, les véhicules commerciaux, que ce soit légers, moyens, lourds, et 2, 3 roues.
Et enfin, pour chaque segment, on désagrège par type de véhicule existant ou à venir. Par exemple, les thermiques conventionnels qui sont à essence, diesel, ou les véhicules hybrides, ou les véhicules hybrides rechargeables, c'est-à-dire qui sont capables d'utiliser de l'électricité et de l'essence ou du diesel, ou des électriques purement électriques, ou des véhicules, pardon, purement électriques. Ainsi donc, on voit à travers cette représentation qu'on a besoin de beaucoup de données pour pouvoir représenter comme il se doit un secteur transport dans une modélisation bottom-up. Et donc, cette représentation détaillée va permettre d'avoir l'évolution du parc de véhicules dans un pays donné ou dans une région donnée ou dans une sous-région ou dans un continent ou au niveau mondial. Et à travers cette évolution du parc de véhicules, on peut en déduire l'évolution de sa consommation, que ce soit le diesel, l'essence ou, comment dirais-je, ou l'électricité et même d'autres types d'énergie alternatives telles que l'hydrogène ou les biocarburants, etc. Et ensuite, on peut même avoir à partir de ces modèles l'évolution des coûts, c'est-à-dire qu'on peut évaluer le coût lié à la mise en place d'une politique, par exemple dans le cas du secteur du transport. Qu'est-ce que ça impliquerait, par exemple, de limiter comment dirais-je, les imports, l'âge des véhicules importés au sein d'un pays. Et aussi d'évaluer les émissions inhérentes à ce parc de véhicules existant. Ainsi donc, comme on vient de le voir, on va essayer de se poser quelques questions au niveau du Menti avant de commencer avec la première étape, après avoir expliqué ce que c'est que, comment on représente un secteur de transport dans une modélisation beaucoup plus complexe qui est, comment dirais-je, la modélisation bottom-up. Donc, si on passe au Menti. Donc, selon vous, quelles sont les données les plus difficiles à obtenir pour modéliser le secteur transport de la RDC à l'aune de ce que je viens de présenter? Serait-ce l'évolution du parc de véhicules roulants, la consommation moyenne, c'est-à-dire litres au 100 km par type de véhicule, la distance annuelle moyenne parcourue par chaque type de véhicule, l'âge moyen du parc ou les projections à 20-30 ans du PIB de la population? Donc, cela permettra de poser le problème de la disponibilité de données que vous aviez d'ailleurs bien stipulé dans vos remarques et questions sur le chat. Alors, OK. Oui, effectivement, la distance moyenne assez compliqué. Et la plupart du temps, on essaye de se baser sur des données de la littérature ou sinon, lorsque les études ont été faites au niveau local, cela permet d'avoir comment dirais-je, des idées de comment ça pourrait évoluer en court, moyen et long terme. Alors, effectivement, on voit que les projections à 20-30 ans des indicateurs macroéconomiques tels que le PIB et la population A, ça remonte en troisième position. Effectivement, sont beaucoup plus faciles à avoir, par exemple, pour la population à travers des données des Nations Unies. Pour les PIB, cela dépend des organismes et de la disponibilité au niveau local aussi et des projections mises en place par la stratégie au niveau du ministère de l'économie. OK. Donc, on voit que en termes d'indicateurs, la distance annuelle moyenne reste toujours en première position. Elle est effectivement très difficile à atteindre. Et aussi l'évolution du parc de véhicules roulants où c'est vraiment au niveau statistique, cela peut poser problème parce que dans le parc, au niveau de véhicules roulants, lorsqu'on a des statistiques, on ne fait pas la distinction de est-ce que c'est vraiment roulant ou ceux qui sont dans le marché, mais sans pourtant être roulants.
Donc, cela pourrait être un problème au niveau de la modélisation bottom-up. Alors, apparemment, l'âge moyen du parc est le plus facile à obtenir. OK, d'accord, ben, on verra ça après alors. Donc, on va passer à la deuxième question. Vu que vous dites que c'est le plus facile, alors selon vous, quel est l'âge moyen du parc de véhicules aujourd'hui en RDC? OK, d'accord. Une grande majorité entre 15 et 20 ans. Très intéressant. Donc, vu que c'est apparemment c'est un indicateur très facile d'accès, je pense que peut-être il y a des statistiques euh, auxquelles vous avez accès et que nous connaissons pas. Donc, il serait bien à la fin de cette présentation d'en discuter et si vous êtes prêt à partager certaines données, on serait vraiment preneur. Donc, effectivement, pour cette donnée, cet indicateur, on n'a pas pu trouver l'âge moyen du parc de véhicules aujourd'hui en RDC. Et comme on l'a dit quelques minutes auparavant, lorsqu'on se base sur les études qu'on a faites, par exemple, sur le parc de véhicules au Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, effectivement, on est aux alentours de 15-20 ans pour le parc, l'âge moyen du parc de véhicules. Et donc, on serait très intéressé si vous avez des statistiques beaucoup plus détaillées au niveau de la RDC, si vous pouvez les partager. Donc, alors, je vais revenir à ma présentation. Alors, avant de venir, on a une dernière question, excusez-moi. Non, alors je vais passer à la présentation. OK. Donc, alors, pour la disponibilité, je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Allô? Vous voyez ma présentation? Oui, c'est bon. Oui. OK, merci. Alors, donc, sur la disponibilité des bases de données. Alors, de quoi avons-nous besoin? Effectivement, donc, comme on a pu voir sur la structure de la représentation du secteur transport, on a besoin de la consommation énergétique par type d'énergie, le nombre de véhicules en circulation, l'âge moyen du parc de véhicules, consommation moyenne. Et vous verrez pourquoi on a besoin de tout ça après, parce qu'on va essayer de présenter quand même un petit calcul. Bon, comment on essaie de construire depuis le début jusqu'à la fin, on va vous montrer. Et sur un exemple bien simplifié, le taux d'occupation, distance annuelle moyenne et les tendances historiques. Alors, réellement, qu'est-ce qui existe? Lorsqu'on a regardé dans la littérature, on a la consommation énergétique totale du secteur transport, donc que ce soit au niveau de l'AIE ou des statistiques des Nations Unies. Et aussi, on a l'historique du nombre total de véhicules existants en RDC, donc que ce soit les véhicules personnels et véhicules commerciaux, de 2005 à 2015, à partir de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles. Et on a aussi la possibilité d'avoir la consommation moyenne de chaque type de véhicule, mais au niveau de la région subsaharienne. Parce qu'effectivement, c'est là, ça rejoint ce que je venais de vous dire tout à l'heure. On n'a pas ce niveau de détail juste spécifique à la RDC. Et donc, ben, on est obligé de se rabattre soit à la sous-région pour ne pas créer trop de biais au niveau de cette consommation moyenne. Et on a aussi la distance annuelle moyenne parcourue et taux d'occupation par type de véhicule. Mais pour la ville de Kinshasa, il y a eu un rapport de l'agence de coopération
du Japon, l'Agence internationale de coopération du Japon, la JICA, qui avait, publié un rapport en 2019 et qui avait fait une analyse de la ville de Kinshasa au niveau du secteur transport. Malheureusement, on a des distributions et donc on n'avait pas la possibilité d'avoir accès à ces données. Mais par contre, lorsqu'on voit ces distributions, on se rend compte qu'on a quand même, il y a une base de données qui existe quelque part. Et donc, cela pourrait permettre d'avoir au moins une idée au niveau de la ville de Kinshasa et de considérer ça comme une moyenne au niveau du pays. Et pour les tendances historiques, ben, on a la Banque mondiale, les Nations unies et aussi l'AIE. Et donc, on se rend compte que pour construire un modèle pour le transport routier pour la RDC n'est pas chose aisée, n'a pas été une chose facile pour nous. Et donc, on a, du fait de la disponibilité de ces données, on n'a pas de données détaillées exploitables pour pouvoir faire cette modélisation du secteur transport RDC. Et donc, pour ce faire, on va essayer de présenter la méthodologie, mais en se basant sur un cas qu'on avait déjà effectué auparavant, à savoir, comment dirais-je, avec, avec le Sénégal. Donc, on va passer au fichier Excel où on va essayer d'expliquer, d'expliciter la méthodologie dès le départ, comment on cherche, comment on reconstruit la base de données pour construire les véhicules et l'implémenter dans un modèle pour ensuite faire des analyses à travers des scénarios, etc. Alors, est-ce que vous voyez mon fichier Excel? Oui. OK. Est-ce que c'est bien visible ou vous voulez que j'agrandisse un tout petit peu? Moi, je les vois bien. Peut-être quand tu vas sur des calculs spécifiques, tu peux faire un petit zoom. OK, parfait. Alors, donc, comme je vous le disais, donc là, dans cet onglet, on a essayé de recenser ce qui existe en termes de données, ce qu'on a pu trouver en termes de données pour la RDC. Et donc, pour vous montrer un peu, donc, on a cette source, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, on a ces évolutions de parc. Et donc, on n'a pas le niveau de désagrégation comme on a pu le représenter dans le secteur transport qu'on a présenté quelques slides auparavant. Alors, ici, on a le stock global, donc de véhicules personnels. Donc, on a cette évolution RDC, par exemple ici, c'est les véhicules commerciaux de 2005 à 2015. Et pour les véhicules personnels, de 2005 à 2015. Donc, on passe, par exemple, de 894 000 véhicules en 2005 à environ 1 100 000 véhicules en 2015 en RDC. Donc, c'est-à-dire le triple, plus du triple de ce qui existe, par exemple, au Sénégal et bien plus que ce qui existe au niveau du Bénin. En termes de véhicules commerciaux, c'est 2 fois plus. Par exemple, en RDC, on a 800 000 véhicules selon la source de l'EICA. Et on a aussi, comme on l'avait présenté tout à l'heure, à partir de l'agence de coopération, la JICA, japonaise, ils avaient fait une étude en 2019, donc vous avez le lien, on partagera après par la suite ce fichier Excel pour vous laisser vous entraîner et vous accommoder avec ce qu'on a fait comme méthodologie. Et donc ici, on vient de voir là, par exemple, on a cette distribution. Par exemple, on a le nombre de voyages et par de distance, la distance de voyage par type de voyage, la distance parcourue par type de voyage. Néanmoins, on a juste une distribution et on n'a pas accès à cette donnée. Et donc, on a juste une moyenne par voyage, mais il nous faut une moyenne annuelle pour pouvoir faire une analyse de ce secteur transport. Et donc, on a aussi le taux d'occupation. Donc, ici, on a le taux d'occupation au niveau, une moyenne, par exemple, en fonction des zones qui ont été faites. Et donc, on peut voir là, par exemple, pour les voitures, on a 2,82 personnes par véhicule, jusqu'au bus, par exemple, 25 personnes par minibus en moyenne ou 42 personnes en moyenne dans les gros bus. Et donc,
On a aussi la consommation globale. Donc, par exemple, les statistiques des Nations Unies donc, ou de l'AIE, comme l'avait présenté Eddy. Donc là, on a voulu présenter un autre type de statistiques. Aussi, on a aussi ce détail. Par exemple, on est, si j'agrandis un peu pour que vous voyez, alors ici, c'est l'année 2016. Donc ça, c'est en térawoules. Donc ça nous fait 26 pétajoules de consommation pour le secteur transport. Donc, ce qui fait 20, et 20, désagrégé en 22 000 térawoules ou 22 pétajoules de consommation pour le secteur routier uniquement en 2016. Alors, ce qui nous a un peu, comment dirais-je, qui nous a un peu étonné, c'est qu'on a une consommation de 22 pétajoules. Lorsqu'on regarde, par exemple, là, une consommation de 22 pétajoules pour 1 million, 1 100 000, par exemple, 1 100 000, ça c'est quasiment, on va dire, bon, 2 millions de véhicules. Alors que pour juste le Sénégal, on a, par exemple, environ moins d'1 million et on a une consommation de 38 pétajoules. La question se pose au niveau de la consommation parce que cela signifie alors que tous les véhicules, l'idée que l'âge moyen du parc serait de 15 à 20 ans, serait plutôt de 0 à 5 ans, c'est-à-dire qu'ils sont tellement neufs, qu'ils sont super efficaces et que 2 millions puissent consommer largement moins on va dire, 650 000 véhicules, comme on a pu le voir. Donc, on le verra tout à l'heure, par exemple, en termes de consommation. Et donc, c'est pourquoi l'importance, cela met bien en avant l'importance d'avoir des statistiques beaucoup plus fiables et au niveau local, s'il y a des données qui existent et qui ne sont pas publiques, ce serait tout à fait intéressant d'avoir accès à ça et ça nous permettra d'avoir une représentation beaucoup plus avancée et beaucoup plus détaillée. Et donc, comme on l'a dit, vu qu'on avait des problèmes d'accès à ces données, on a voulu représenter la méthodologie en partant du cas de la modélisation du secteur transport au Sénégal, comme on l'avait fait la dernière fois. Alors, ici, par exemple, on a l'évolution du parc, comme de la même manière pour la RDC. Et au niveau de l'Agence de la statistique, au niveau local, on a des rapports annuels avec des évolutions de désagrégation du parc existant, avec ces niveaux de désagrégation, c'est-à-dire le nombre d'autocars existants, le quadricycle, remorques, tracteurs, véhicules très spéciaux, etc. Et donc, ça permet d'avoir une évolution du parc, non seulement l'évolution du parc, mais aussi à un niveau détaillé. Et donc, on a pu éplucher, par exemple, tous les rapports annuels depuis 2005 jusqu'en 2018. Et donc, ça nous a permis d'avoir l'évolution de la désagrégation du parc par niveau, par segment. Et aussi, on a aussi dans ces rapports annuels, donc lorsque c'est en gris, ça signifie qu'on n'a pas eu accès à cette information dans ces rapports annuels. Et on a eu, par exemple, accès à ce âge moyen du parc. Par exemple, en 2008, il était de 10,8, en 2010, 10, 2011, 11 en moyenne. On n'a pas eu la désagrégation par segment. Donc là, on a la désagrégation par segment. Et à partir de 2013, 2014, 2015, on a eu ces trois rapports aussi où il y a eu une désagrégation et un âge moyen du parc. Donc, on est remonté à 16, ce qui s'explique par le fait qu'on a eu un changement de décret. Donc, en 2001, il y avait eu le décret de limitation des imports de véhicules de plus de 5 ans. Et donc, ce qui a rajeuni le parc. Et après 2012, il y a eu le changement de décret qui a fait remonter cet âge, la limitation de l'âge des véhicules importés à 8-10 ans. Et donc, ça a permis de remonter, ça a remonté l'âge moyen qu'on a pu voir. Et aussi, cela peut provenir aussi de quelques erreurs statistiques. Cela, c'est possible. Mais par contre, c'est au vu comment dirais-je, des rapports statistiques, on a une désagrégation par segment et un âge moyen du parc. Et enfin, on a la consommation globale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, ici, pour juste ce parc qui fait en totalité 600 à 700 000 véhicules, on a une consommation de 38 pétajoules.
en comparaison de la consommation en RDC pour la même source statistique, on est à 22 000 pétajoules, pardon, 22 000 terajoules, donc 22 pétajoules pour 2 millions de véhicules, alors qu'au Sénégal, pour la même source, on a 38 pétajoules pour 600 à 700 000 véhicules. Donc, d'où la possibilité d'analyser aussi cet aspect au niveau de la fiabilité des données. Et donc, sur cet onglet, nous allons calculer et montrer la méthodologie de construction des différents segments dans un modèle bottom-up. Donc, ici, c'est dans un modèle qu'on va appeler le modèle bottom-up Times, qu'on vous explicitera après par la suite. Bon, Eddy vous l'a déjà présenté il y a quelques minutes dans la première partie de la session. Et donc, on part alors, donc ici, on a repris les valeurs de l'OICA. Donc, on va mettre cette présentation-là, histoire de présenter, de comparer à la fin avec l'utilisation. On a préféré utiliser dans notre analyse les données provenant d'analyse des statistiques, des agences de statistiques au niveau local. Donc, on a pris l'âge moyen. Donc, on voit que, par exemple, comme on l'avait présenté dans l'onglet précédent, on a recopié là. On a 16, 15, 15. Donc, ça se maintient aux alentours de 15 ans. Et on voit que dans le concept de véhicule neuf, en fait, c'est 6 ans, 4 ans, contrairement au concept, par exemple, si on dit un véhicule neuf, vraiment, c'est-à-dire qui sort d'usine, voilà. Et donc, on a des véhicules d'occasion qui sont la majorité du parc roulant, par exemple, au Sénégal, qui ont des âges qui sont de 15, 11 et qui peuvent aller jusqu'à, en fonction du segment, ça peut aller jusqu'à 15 ans, voire 10 ans ou 8 ans. Et donc, c'est ça qui fait une des spécificités de la représentation du secteur transport dans la sous-région, surtout en Afrique. En fait, en comparaison du secteur transport, par exemple, si on devait représenter le secteur transport en France, il y a une part prépondérante des véhicules d'occasion et aussi, cela va se refléter sur l'efficacité en termes de consommation de ces véhicules. Et donc, lorsqu'on veut représenter ce secteur, que ce soit en Afrique subsaharienne, il serait plus pertinent de prendre en compte ce phénomène des véhicules d'occasion et de l'âge du parc. Et donc, cela nous permet, avec cette donnée qu'on a là de ce parc, avec cette désagrégation, bon, on a accès quand même à cette donnée qui est assez détaillée. On a pu construire, par exemple, ces différents segments, donc voitures particulières, camionnettes, camions, 2-3 roues, autocars et autres. Et donc, lorsqu'on a pu recalculer ces segments à partir des données au niveau local, on arrive aux alentours de 300 000, par exemple, en termes de parc pour les véhicules particuliers. Et par exemple, pour les véhicules commerciaux, on est aux alentours, disons, de 82 000 véhicules en 2015. Si on devait comparer cela avec ce qui a été présenté au niveau de l'OICA, il y a une grosse différence. Et donc, on voit que là, par exemple, il y a plus de véhicules commerciaux au niveau du Sénégal que ce qui a été défini au niveau local. Et cela permettrait, par exemple, de l'analyser en disant, est-ce qu'il n'a pas été comptabilisé d'autres segments tels que les semi-remorques, les remorques qui sont des éléments qui sont rattachés à un véhicule et donc qu'on ne considère pas, nous, vraiment comme un véhicule en tant que tel. Et donc, on est parti alors de cette désagrégation au niveau local. On est resté sur l'utilisation des statistiques au niveau local. Et donc, on a utilisé ça et on a utilisé la littérature pour faire la désagrégation entre les véhicules à essence et diesel. Par exemple, les véhicules particuliers ici, on a pu le désagréger là, par exemple, pour l'année 2016, donc c'est-à-dire ici,
cette valeur, 315 519 véhicules, on a pu désagréger ce groupement en nombre de véhicules utilisant de l'essence et nombre de véhicules utilisant du diesel. Et donc, ça provient de la littérature. On a utilisé en particulier les données provenant de l'AIE. Et cela permet d'avoir cette désagrégation par type de véhicule, c'est-à-dire thermique conventionnel utilisant de l'essence, thermique conventionnel utilisant du diesel. Et donc, ça nous permet d'avoir les véhicules particuliers subdivisés essence, diesel, les motos, les 2-3 roues subdivisés, qui utilisent en majorité de l'essence, les bus urbains qui sont essence, diesel, les bus intervilles qui utilisent soit de l'essence ou du diesel, qui sont plus au diesel, et les véhicules commerciaux, les véhicules légers, essence, diesel, ou les véhicules de transport plus lourds, c'est-à-dire moyens et lourds, medium commercial vehicles, ici, donc on a en essence et puis en diesel. Et en poids lourd, on a majoritairement que du diesel. Donc, ça nous permet d'avoir cette désagrégation des différents segments. Et enfin, c'est la dernière étape pour pouvoir représenter définitivement le secteur. Donc, on a représenté le nombre de véhicules. On le rappelle ici. Donc, ici, on a la consommation qu'on avait rappelée dans l'onglet précédent en pétajoules, donc pour le routier. On va axer l'étude que sur le routier. Ici, ce sont les facteurs de conversion qui permettent de passer des kilotonnes pétrole équivalent ou en pétajoules ou en litres au 100 km, etc. Et ici, on rappelle le stock de véhicules roulant en l'année 2016. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une modélisation, il faut partir d'une année bien spécifique. C'est ce qu'on appelle l'année de base, qui permet de faire une calibration et de partir de là. Et donc, pour répondre à la question qui avait été posée, là, par exemple, on a fait une analyse sur la base de données historiques. Et donc, on a défini notre année de base qui est 2016. On ne représente plus ce qui était avant. Par contre, le 2016 nous permet d'avoir une idée de est-ce qu'on a vraiment bien représenté cette désagrégation-là. À travers, on va recalculer pour remonter, est-ce qu'on retrouve bien cette consommation globale donnée par l'organisme international à travers des consommations moyennes prises dans la littérature. Et donc là, on a fait notre calcul à partir des données locales. Donc là, du parc. Donc ici, on a le stock. Et ici, on a la distance moyenne annuelle au niveau de la sous-région qu'on a récupérée dans la littérature aussi à partir de l'AIE. Donc là, on a, par exemple, on considère qu'un véhicule particulier parcourrait 9600 km au niveau par an. Un bus urbain parcourrait 16 000 km par an, alors que, par exemple, les poids lourds, par exemple, au diesel, ils parcourraient aux alentours de 40 000 km par an. Et donc, on a aussi le taux d'occupation. Donc, là, on a en gris ici, comme vous pouvez le voir là, c'est la donnée moyenne de la sous-région. Et si vous vous rappelez, je vous avais parlé de la source de l'Agence de coopération internationale japonaise qui avait fait une analyse de la ville de Kinshasa. Et là, ils avaient donné ces chiffres en moyenne. Donc, c'est ce que j'avais présenté ici, si vous vous rappelez, là. Donc, ces chiffres, je les ai repris là. Et donc, on voit qu'on est grosso modo dans le même ordre de grandeur que dans la littérature au niveau de la sous-région. Et donc, cela permet d'avoir, en fait, effectivement, si on peut avoir des données spécifiques à chaque pays, c'est encore plus intéressant. Donc, ça nous permet d'avoir des évolutions bien axées à ce pays et bien spécifiques à ce pays. Mais faute de données, on peut se rabattre sur la littérature, soit faire la moyenne au niveau de la sous-région ou du continent. Mais par contre, au-delà, là, on crée encore plus de biais parce que dans d'autres parties du globe, les consommations peuvent être beaucoup plus efficaces et donc ça peut encore baisser cette consommation annuelle ou la distance annuelle moyenne peut augmenter. Et ce qui fait qu'on ne pourrait pas forcément retrouver en termes de calibration les valeurs de la consommation
donnée par l'organisme à une année donnée. Donc, ici, 2016. Et donc, ici, la demande en service, comme on l'avait défini dans la représentation, c'est-à-dire en passagers kilomètres, ici, c'est en millions de passagers kilomètres, on fait, comme on l'a présenté là, c'est 3 fois 4 fois 5, c'est-à-dire qu'on prend le stock de véhicules, on multiplie par la distance annuelle moyenne et on multiplie par le taux d'occupation, c'est-à-dire soit le nombre de passagers par véhicule, ou soit pour les véhicules de marchandises, ce n'est plus de passagers par véhicule, mais tonnes par véhicule. Ce qui permet alors d'avoir de la demande en service à satisfaire à cette année bien précise. Et donc, par la suite, on peut faire des projections ou même à partir, si on a par exemple des tendances historiques, on peut faire une analyse pour lier ça à l'évolution des indicateurs macroéconomiques et faire une projection dans le futur. Et donc, cela permet d'avoir l'évolution de cette demande dans le futur, comme par exemple pour les véhicules de marchandises, ce serait lié plutôt au PIB, les véhicules particuliers seraient liés plutôt aux revenus, et donc PIB par tête. Donc, on essaiera de mettre et là, ce sera une étude plus économétrique pour essayer de faire des projections dans le futur, par exemple, au court, moyen et long terme. Et donc, ensuite, nous, de l'autre côté, on a aussi recensé la consommation moyenne au niveau de la sous-région. Donc, par exemple, un véhicule particulier au Sénégal consommerait, par exemple, 10,9 litres au 100 km pour un véhicule essence et 8,5 litres au 100 km pour un véhicule diesel. De la même manière, par exemple, on a ce niveau de détail, par exemple, pour les poids lourds. Ce serait 58,2 litres au 100 km pour l'essence et 44,2 litres au 100 km pour le diesel. Cela permet alors, avec cette consommation, de pouvoir vérifier si on est bien calibré par rapport à ce qui a été donné en termes de consommation ici par l'organisme international, c'est-à-dire 38 pétajoules. Et donc, comment cela se fait? Alors, on utilise cette formule. Donc, ce serait, comme on peut le voir, je réduis pour que vous voyez. Là, c'est le stock. On multiplie le stock multiplié par la distance moyenne annuelle parcourue, multiplié par la consommation moyenne par véhicule, et on divise par 2, c'est-à-dire les facteurs de conversion. Et cela permet d'avoir la consommation globale de véhicules particuliers, par exemple ici. Par exemple, pour l'essence, on ferait le stock des véhicules particuliers consommant de l'essence multiplié par sa distance moyenne annuelle parcouru, 9600, multiplié par 10,9 litres au 100 km qu'on a converti après avec les facteurs de conversion pour passer en pétajoules. Ça nous donne alors 10,3 pétajoules de consommés par ces véhicules à essence en 2016 au Sénégal. Et donc, ça nous permet de calculer pour tous les segments et pour tout type de véhicules. Et donc, on arrive à la valeur, j'agrandis pour que vous voyez plus, à 37,9 pétajoules. On est grosso modo bien calibré par rapport aux données des Nations Unies. Donc, c'est-à-dire qu'il est de 38 pétajoules. Alors, comme on l'a dit, en fait, c'est une étape sine qua non avant toute modélisation. Il faut vérifier, faire cette étape de calibration. Vérifier qu'on est bien calibré par rapport aux données, ou soit, même si ces données, si on a une donnée locale, qu'on soit bien calibré par rapport à la donnée locale. C'est-à-dire que ce parc correspond bien à la consommation globale de ce secteur en prenant en compte ses consommations moyennes par véhicule et le stock désagrégé qu'on a pu calculer et les distances moyennes qu'on a pu récupérer de la littérature. Ainsi donc, en partant de toutes ces données, cela va permettre d'analyser beaucoup plus à travers deux méthodologies que je vais me présenter. Donc, on va passer maintenant au PowerPoint où on va aller beaucoup plus loin. Donc, j'espère que ça n'a pas été très rapide, mais on pourra revenir dessus à travers des questions, si vous avez des questions, et on pourra encore aller beaucoup plus en détail sur la représentation. Alors, on revient au PowerPoint. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint, s'il vous plaît? Oui. OK, merci. Alors, donc, on a pu
recalculer. Donc là, je fais un rappel de ce qu'on a pu calculer. Donc, on a ce stock, la distance annuelle, le taux d'occupation, la demande en service qu'on va projeter et qui va permettre d'avoir les parcs. Et aussi la consommation moyenne et la calibration. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cette étude-là? On a deux possibilités. Soit on fait une approche comptable, comme l'a présenté Eddy, c'est-à-dire qu'on part de ça et on se dit, en 2030, on veut qu'il y ait 20% de plus de véhicules à essence, 15% de plus de véhicules diesel, 1% de plus de véhicules électriques, et on calcule l'évolution de la consommation globale, comme on a pu le voir dans la présentation de Eddy dans la première partie de cette session. L'avantage, c'est que ça permet donc de faire une approche comptable simplifiée, après avoir fait cette représentation, de faire une analyse simplifiée de l'impact de politique publique, c'est-à-dire si on dit que dans 10 ans, les véhicules auront une amélioration de 10% au niveau de la consommation, on peut calculer simplement cette consommation au niveau du pays. On a une pénétration de 15% de véhicules de plus de véhicules à essence, 10% de plus de diesel, mais sauf qu'ils auront, par exemple, une réduction de 5 à 10% en termes de consommation. Donc, on peut calculer ça rapidement sous un fichier Excel, ce type d'analyse et de politique publique. Et donc, la limite, c'est que cela signifie qu'on met en place des hypothèses d'évolution de part de marché de manière exogène par type de véhicule. Et donc, ça devient plus compliqué de prendre des politiques publiques beaucoup plus complexes. Donc, par exemple, si on fait une limitation de l'âge des véhicules importés, qu'est-ce que ça ferait comme impact sur ces nouvelles projections? Et donc, c'est là tout l'apport de l'incorporation dans un modèle bottom-up. C'est-à-dire qu'on a une représentation détaillée de cette technologie, comme on a pu le voir. L'évolution de ces parts de marché est recalculée automatiquement à l'intérieur du modèle de manière endogène pour satisfaire un certain niveau de demande. C'est-à-dire que ce soit en passagers et kilomètres ou en tonnes kilomètres dans le cas des véhicules, dans le cas du transport de marchandises. Et donc, ça nous permet de faire une analyse aussi technico-économique, c'est-à-dire qu'on peut voir l'évolution technique en implémentant l'évolution future de ces technologies comme des véhicules futuristes dans le modèle. Et le modèle va choisir, en fonction du niveau économique, de la situation économique, des contraintes, quel est le chemin le plus optimal pour satisfaire ou atteindre un objectif bien précis d'une politique. Et donc, les limites, effectivement, bon, c'est un peu plus complexe. Et dans ce cas ici, on a voulu vous montrer ce que ça donnerait à travers un exemple simplifié. Par exemple, dans la construction d'un modèle d'optimisation, par exemple, bottom-up, Time CD, c'est Times RDC, avec le code ISO du pays RDC. Et donc, à l'image des modèles qu'on a déjà construits pour la sous-région, c'est-à-dire Times Sénégal, Times Bénin pour BJ, Times Côte d'Ivoire CI ou Times Afrique de l'Ouest. Et donc, ça permet d'avoir au moins un modèle qui permettrait d'analyser beaucoup plus en détail un secteur. Pas forcément seulement le secteur transport. Là, on a voulu présenter le secteur transport, mais demain, Eddy vous présentera par exemple la partie électrique, par exemple, où on pourra voir les interactions entre secteur transport électrique ou avec les autres secteurs de l'économie, comme par exemple le résidentiel, le tertiaire ou l'industrie. Et donc, là, on peut voir que l'apport et l'importance d'avoir un modèle au niveau du pays, par exemple, on peut le voir là, par rapport à la littérature. Ici, on remarque, comme l'a déjà présenté Eddy, que la plupart des modèles qui existent sont plutôt en dehors du modèle du WEM qu'on vous a déjà présenté de l'AIE. Il existe d'autres modèles aussi de la sous-région, que ce soit pour le Kenya, pour le Nigeria, pour l'Afrique du Sud. Mais pour la majeure partie aussi, c'est des modèles qui, s'ils sont au niveau pays, sont plus focalisés au niveau électrique, par exemple, ou sinon au niveau global avec des agrégations par région. Comme on peut le voir ici, par exemple,
Sub-Saharan Africa Region, ou par exemple, ici, East African Power Pool, South African Power Pool, ici, comme on peut voir là, et donc, ou même le continent directement, ou par exemple, d'autres modèles qu'on a pu voir où ils subdivisent en différentes régions, etc. Et donc, on arrive à la deuxième étape, après avoir mis en place toutes les hypothèses, c'est-à-dire la représentation en termes de véhicules du secteur transport. L'hypothèse la plus importante, et c'est là l'originalité de cette modélisation dans le cas du Sénégal ou même d'autres modèles qu'on avait construits pour la sous-région, c'est la prise en compte de l'âge du parc automobile. C'est-à-dire qu'on a défini plusieurs classes de rendement qui sont liées à l'âge du véhicule même. Et donc, pour chaque véhicule d'occasion, on a considéré une décote du prix d'achat pour représenter ces achats d'occasion de vieux véhicules. Donc, comme par exemple ici, comme on peut le voir, ici, prenons l'exemple du véhicule A, on a le véhicule neuf et on a le véhicule d'occasion qui a 2 ans, un véhicule d'occasion qui a 5 ans, par exemple, et un véhicule d'occasion qui a 10 ans. Et donc, ça nous permet d'avoir des évolutions de, comment dirais-je, de rendement, parce que ce véhicule d'occasion de 10 ans n'aura pas le même rendement que le véhicule, le même niveau de consommation. Quand je dis rendement, c'est le niveau de consommation énergétique, c'est-à-dire le nombre de litres au 100 km. Ce véhicule d'occasion n'aura pas le même niveau de consommation que le véhicule neuf. Et donc, ça nous permet d'avoir la représentation type de véhicule, type de véhicule occasion ou neuf, et aussi le niveau de consommation moyen et son coût d'achat. Et en effet, comme on vous le disait, dans ce type de modèle, on représente les véhicules existants, donc comme on peut le voir là, et on présente au modèle tous les véhicules qui sont susceptibles de rentrer sur le marché, par exemple, d'ici 10, 15, 20, 30 ou 40 ans. Par exemple, on peut représenter même les véhicules électriques. On les a représentés, les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules full hybrides. Et donc, on peut voir, par exemple, si on aura, par exemple, ces ruptures technologiques pour répondre à un certain niveau de contraintes dans une politique bien précise, dans l'analyse d'une politique bien précise. Et donc, on arrive à l'autre étape alors importante de la modélisation, d'une modélisation systémique du secteur transport, c'est la définition des scénarios. Alors, ici, dans ce cas, on a voulu présenter 4 scénarios. Donc, la première chose, c'est on représente toujours un scénario business as usual, c'est-à-dire le scénario de base, où on considère que c'est la continuité de ce qui se passait au niveau par rapport à la tendance historique. Donc, on n'a aucune contrainte. Et donc, ça permet à partir de là de définir d'autres scénarios alternatifs qui vont permettre d'évaluer et d'analyser l'impact d'une politique donnée. Par exemple, ici, le scénario 2, c'est un scénario où on a implémenté la limitation de l'âge des véhicules importés. Et une modélisation, on a diminué, on considère que les embouteillages vont diminuer avec beaucoup plus d'infrastructures. Et donc, les véhicules, du fait de la réduction de ces embouteillages, auront, comment dirais-je, pourront récupérer, par exemple, 10 à 15% de rendement de consommation au niveau en circulation. Et donc, ici, pour le scénario 3, qui est un autre scénario alternatif, on rajoute, par exemple, en plus des 2 premiers points qu'on avait implémentés, on veut que le secteur du transport réduise de 25% ses émissions par rapport au scénario de base en 2050. C'est-à-dire que, d'accord, on a une limitation de l'âge des véhicules importés, on a une amélioration de la consommation du fait du développement des infrastructures, mais on veut aussi qu'il y ait une réduction de 25% de ces émissions au niveau du secteur. Et on va plus loin dans un scénario encore plus contraignant. On dit, mais on ne veut même plus 25%, mais on veut atteindre 50% de réduction par rapport au scénario de base en 2050, c'est-à-dire dans le 4e scénario. Cela donc va nous permettre d'analyser ces différentes contraintes et politiques pour voir comment va évoluer le secteur du transport. Alors, on passe alors au niveau des résultats. Premièrement, le modèle Times va permettre d'avoir une évolution du parc.
si on se rappelle bien, on avait défini le parc automobile en 2016. Et donc, on avait fait des projections de la demande, c'est-à-dire de mobilité, par exemple, pour les véhicules particuliers, en utilisant le PIB par tête, comme ça a été présenté, par exemple, dans les rapports au niveau du ministère de l'économie au Sénégal, où ils considéraient, par exemple, une forte croissance économique de 5% par an dans les années à venir. Aussi l'effet de la croissance de la population qui permettrait d'avoir beaucoup plus d'utilisation de propriétaires de véhicules et aussi comment dirais-je, de mobilité. Et donc, cette analyse économique nous a permis d'avoir une projection de la demande. Et donc, cette projection de demande, lorsqu'on l'implémente dans le modèle, nous donne en fait le niveau des parcs dans chaque segment. Donc, là, on peut voir l'évolution du parc des véhicules particuliers, l'évolution des véhicules de transport, par exemple ici des camionnettes, des véhicules de transport légers, lourds, et puis ici les 2-3 roues. Ça, c'est dans le cas du Sénégal, toujours. Et donc, on voit une forte augmentation de cette mobilité, comme on vient de l'expliquer. Le développement, ici, il n'y avait pas beaucoup de développement au niveau des véhicules commerciaux, mais du fait de la croissance économique et de sa position régionale, ça permet d'avoir l'évolution ici. On voit qu'on a un fort développement des véhicules commerciaux. Et comme toujours, le parc est toujours dominé par les voitures particulières. Donc, en fait, cela permet, par exemple, ici, dans ce cas, de voir l'évolution du parc. Mais aussi, on peut aller beaucoup plus loin. On peut essayer de faire des analyses où on dirait que, par exemple, on veut une mobilité beaucoup plus durable, où on dirait que on réduirait, par exemple, le taux de propriétaires par le nombre de propriétaires euh, par nombre de véhicules. Et cela permettrait de voir comment, si on mettait en place cette politique de mobilité durable, c'est-à-dire qu'on développe les transports publics pour qu'on utilise plus les transports publics, cela permettrait de voir comment les transports publics se développeraient et donc de réduire beaucoup plus les émissions, par exemple. C'est une alternative qu'on pourrait analyser à travers ces données. On a pu faire ça, par exemple, dans un cadre de 2 degrés, par exemple, au niveau mondial. Et donc, on peut aller plus loin au niveau par pays en faisant ces genres d'analyse avec ce type de modèle. Et donc, ça nous donne aussi, on peut aller beaucoup plus en détail en termes de résultats. Par exemple, prenons ici, dans ce cas particulier, des voitures particulières au niveau du Sénégal. On a ces 3 premiers scénarios, c'est-à-dire le scénario de base, le scénario de performance, où on limite les imports l'âge, l'importation des véhicules, l'âge des véhicules importés, pardon, et en plus avec une limitation de 25% des émissions par rapport au scénario de base ici en 2050. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, par exemple, dans ces couleurs, ce sont les différents types de véhicules qu'on a représentés. Par exemple, le marron foncé, c'est le véhicule essence, comme on peut voir là, TK gasoline, donc c'est-à-dire l'essence, et en noir, donc le diesel. Et donc, on peut voir comment ça évolue. Donc, ici, par exemple, au fur et à mesure, on a un remplacement du parc. Dans le scénario de base, on a un remplacement du parc avec des véhicules qui ont le même âge que ça, parce qu'il n'y a pas de contraintes, et qui va se renouveler et qui va rester là. Donc, ils vont se renouveler avec le même âge, mais on aura toujours le même âge moyen du parc. Contrairement à, par exemple, si on met une politique de limitation de l'âge des véhicules importés, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de diversité. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit que, par exemple, ici, on commence à rajeunir là, ici, avec des véhicules beaucoup plus jeunes, du fait qu'on commence à enlever, à limiter l'âge de ces véhicules d'occasion importés. Et donc, on sent qu'il y a un décalage. On a implémenté cette politique, par exemple, ici, mais on voit le décalage. Donc, dans ces genres de modélisation, ça nous permet de voir quand même le niveau de décalage qu'on peut entre la mise en place d'une politique et quand ça commence à être effectif. Comme on a pu le voir, par exemple, lorsque je présentais le fichier Excel avec la mise en place du décret au début des années 2000. Et là, ça s'est rajeuni aux alentours des années 2010.
Et par la suite, lorsqu'on a on a relevé cet âge des véhicules importés, il y a eu un décalage avant que ça ne reparte à la hausse, cet âge moyen du parc. Et donc, ce modèle permet de voir cette évolution du parc par type d'âge et de voir l'âge moyen qui se rajeunit. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, en passant à ça, avec cette politique, on voit le rajeunissement et on peut même évaluer le rajeunissement de ce parc jusqu'à 2030, 2040, 2050. Et enfin, la dernière comparaison qu'on peut faire, lorsqu'on fait par exemple la comparaison on rajoute avec une limitation de 25% des émissions en plus en 2050 par rapport au scénario de base, on se rend compte qu'on fait entrer des technologies beaucoup plus avancées, par exemple, telles que les véhicules hybrides, ici qu'on peut voir là, les véhicules hybrides jusqu'à être majoritaires dans le parc. C'est-à-dire que si on implémente, si on veut atteindre ce type d'objectif, il faudrait faciliter, par exemple, la mise en place d'un marché de véhicules beaucoup plus avancés, par exemple, tels que les véhicules hybrides, électriques, etc., qui permettraient d'atteindre cet objectif. Sinon, ce serait beaucoup plus difficile avec le niveau des technologies que nous avons, ou sinon être beaucoup plus contraignant en termes d'âge des véhicules importés. On peut faire de même au niveau des bus urbains. Donc, on le voit là, par exemple, ici, on a de l'essence, les bus urbains essence. Et donc, on a ce remplacement qui se fait. De la même manière, pour le diesel ici, qui est en foncé, qui est remplacé par du bleu clair. Le bleu foncé est remplacé par le bleu clair qui est du même âge et donc qui me permet de maintenir l'âge moyen tout en ayant le parc qui augmente. Et donc, on voit bien qu'on passe par exemple de 12 000 véhicules à quasiment 26 000 véhicules en 2050. Et donc, si on garde ce même niveau d'âge moyen avec, par exemple, au niveau de 15-16 ans, les répercussions en termes de consommation seraient très élevées. Donc, on pourra le voir après par la suite lorsque je présenterai, par exemple, l'évolution de la consommation énergétique. Et donc, ici, on a beaucoup plus de couleurs donc parce que ça se rajeunit. Donc, par exemple, là, on a le remplacement et on a un remplacement de véhicules beaucoup plus jeunes. Donc, l'orange qui représente 2,5, c'est-à-dire qui ont moins de 10 ans, des bus de moins de 10 ans. Et on passe à des bus de moins de 7-8 ans à partir de 2030. Et donc, de même, on le voit par exemple ici dans le cadre du segment avec diesel. De la même manière, on le voit par exemple ici, on a ce rajeunissement avec l'objectif de réduire de 25%, mais on voit qu'on commence à faire entrer beaucoup plus de véhicules hybrides à partir de 2050, même si c'est un peu plus tardif par rapport lorsqu'on le compare aux véhicules particuliers. Et enfin, on voit les mêmes résultats pour les camionnettes, c'est-à-dire pour les transports de marchandises légers. Sauf qu'à la différence, par exemple, dans les véhicules de transport léger, économiquement, c'est viable de pouvoir faire pénétrer à partir de 2050, par exemple, des véhicules purement électriques, comme on peut le voir là, à partir de 2050. Nonobstant, on a quand même des véhicules hybrides qui commencent 5 ans plus tôt par rapport aux bus, qui sont un peu plus gros en comparaison des véhicules particuliers et des véhicules de transport léger. Et donc, à travers ces résultats, comme on l'a dit, ça nous permet de calculer et d'évaluer l'évolution de ces émissions, donc comme on peut le voir là. Et on voit que, par exemple, si on faisait une analyse à court ou moyen terme, on voit que l'impact de toutes ces politiques qu'on vient de voir là, il n'y a pas vraiment une vraie différenciation si on considérait une évolution court-moyen terme. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que si on allait jusqu'en 2050, on voit effectivement la politique et on voit ce décalage de la mise en place de ces politiques. D'où l'importance aussi comment dirais-je, de l'horizon d'études pour bien analyser l'impact d'une politique bien précise dans un secteur donné. Donc ici, c'est le secteur du transport, mais cela se voit aussi au niveau du secteur industriel, que ce soit le secteur électrique, etc.
Et donc là, on peut voir que, par exemple, le scénario alternatif où on limitait l'âge des véhicules importés et une amélioration des infrastructures, on pouvait baisser de 15% les émissions. Et ici, par exemple, on atteint les 25% comme on avait prévu. Et dans le dernier, les 50%. Effectivement, vous me direz, ben, je n'ai pas présenté les résultats de 50%. Et vous comprendrez pourquoi à travers ce Menti. Rapidement, on va poser quelques questions sur ce Menti et après, je vous présenterai le 50% pour avoir quelques points de vue de votre part. Alors, dans quel type de véhicule devrait-on faire d'efforts pour atteindre une réduction de 50% des émissions du transport routier à l'aune de ce que vous venez de constater? Alors, je vois qu'il y a déjà 5 réponses. Effectivement, ils ont mis sur les véhicules particuliers, les camionnettes, les autocars. D'accord. OK. 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 Donc, on a une majorité on voit que les véhicules, la voiture particulière est en tête avec les camionnettes, effectivement, à l'aune de ce que je viens de montrer. D'accord. Parfait. Bon, on va attendre quelques secondes et puis on passerait... on attend quelques secondes et puis on passe à l'autre question alors. Donc, on voit qu'il y a une majorité pour les voitures particulières, donc on va passer à l'autre question. Selon vous, quelles sont les difficultés pour atteindre cet objectif de réduction des 50% des émissions du transport? Alors, si vous pouvez nous donner quelques idées ou partager selon vos recherches ou vos connaissances du sujet. Alors, on n'a toujours pas de résultat. Peut-être qu'il faudrait... Ah, OK. Il n'y a pas encore eu de réponse. Si vous avez des idées, quelles sont les difficultés pour atteindre cet objectif de réduction? Par exemple, qu'est-ce que vous voyez comme problème? OK, coût des véhicules, des véhicules propres, effectivement, c'est tout à fait vrai. Donc, cela demandera peut-être des subventions pour pousser les consommateurs à aller vers des véhicules beaucoup plus propres et que ce soit accessible aussi au niveau économique. Effectivement, ça, c'est l'un des premiers points. Et qu'est-ce que vous avez comme autre? Oui, effectivement. Ouais. La nature des véhicules importés, l'âge surtout, le manque de réglementation, oui. Les subventions, oui, effectivement. Oui, donc effectivement, tout se résume à l'économie et aussi à la mise en place de politiques permettant de pouvoir vraiment aller vers ce type de véhicule. Et donc, nous allons revenir à notre présentation. OK, d'accord. Donc, toujours dans le même ordre d'idée. OK. On est au niveau économie, pouvoir d'achat. OK, d'accord. Super. Donc, pour des raisons de temps, on va repasser au PowerPoint. Alors, ici, avant tout,
on va d'abord présenter l'évolution de la consommation d'énergie. Alors, on pourra répondre à certains points que vous avez soulevés dans vos remarques, dans le Menti. On se rend compte que, par exemple, on réduit de 16,5% avec le premier scénario alternatif. On réduit, puisqu'on commence, on a l'amélioration des infrastructures, moins d'embouteillages, meilleure consommation, meilleur rendement des véhicules et on consomme moins pour se déplacer. Et aussi, on a le rajeunissement du parc avec la limitation de l'âge des véhicules importés. Et effectivement, ça rejoint certaines remarques, c'est-à-dire la réglementation. Juste en mettant en place ce type de réglementation, ça permettrait d'améliorer le niveau des émissions, de la consommation. De la même manière, ici, on peut aller jusqu'à 25% en allant dans le sens de subventionner l'accès à des véhicules beaucoup plus propres, par exemple. Et tout ça, ça fait partie aussi des politiques mises en place pour développer un secteur du transport beaucoup plus durable. Et de la même manière, on atteint 43% lorsqu'on fait une réduction de 50% des émissions. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on commence à avoir du bleu, c'est-à-dire l'électricité, qui montre qu'en fait, à partir de 2035 déjà, le parc devrait avoir un saut, aller vers des véhicules beaucoup plus propres, comme par exemple les véhicules électriques. On pourrait parler de phénomène de leapfrogging, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire de saut mouton, comme on a pu le voir en téléphonie. On passe de fixe directement. Par exemple, en Afrique, par exemple, on pourrait voir ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on passe, on passe pas par des technologies intermédiaires, on passe d'une technologie actuelle à une technologie très avancée pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on va mettre en place des contraintes beaucoup plus fortes, telles que la limitation de 50% du parc des émissions, la limitation de 50% des émissions de ce parc-là à l'horizon 2050 par rapport au scénario de base. Et donc, on vous disait alors, qu'est-ce que ça aura comme répercussion? Excusez-moi, pardon, désolé. Donc, pour les voitures particulières, qu'est-ce qu'on remarque là? Alors, ça, c'était les résultats qu'on avait présentés, si vous vous rappelez, dans les scénarios précédents. Ici, on se rend compte que lorsqu'on passe avec un scénario 50% de réduction des émissions en 2050, ben, on commence à complètement changer le mix du parc existant ou roulant au niveau du secteur du transport. C'est-à-dire, déjà, on commence à avoir il faut qu'il y ait des véhicules hybrides et des véhicules, comment dirais-je, électriques purs à partir de 2035. Sinon, on ne pourrait pas être capable d'atteindre ces objectifs. Cela signifie alors qu'il faut changer complètement dans un avenir à 10 ans le parc existant actuel au Sénégal pour envisager atteindre ne serait-ce que 50% de réduction des émissions en 2050 par rapport au scénario de base. Donc, on voit déjà la difficulté pour certains scénarios contraignants. Et donc, on a voulu le mettre en avant ici pour vous montrer ce que ça ferait comme changement, surtout dans le secteur du transport. Et ce type de modèle est capable de permettre de voir ça, que ce soit dans le secteur industriel, à travers les nouvelles possibilités dans les nouvelles technologies, ou que ce soit dans les autres secteurs tels que le résidentiel ou le tertiaire. Dans le cas de la RDC, ce serait plutôt le secteur industriel, surtout au niveau minier, où on pourrait voir les évolutions d'amélioration du rendement de production au niveau industriel. Et donc, on pourra le voir même d'ailleurs demain au niveau de la deuxième session. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme enseignement sur le 50% de réduction? Alors, on avait posé la question de qu'est-ce qui ferait que c'est difficile. Alors, où est-ce qu'on pourrait
se focaliser pour réduire ces émissions. Eh bien, malheureusement, c'est difficile d'atteindre ces 50% à l'aune de ce qu'on a comme parc maintenant. Et donc, la première chose, c'est de réduire il avance, pardon, c'est de réduire la mobilité. C'est ce qu'on a montré en orange là, comme vous pouvez le voir là, ce gap. OK? Donc, réduire le type de mobilité. Donc, en passant, par exemple, comme on l'avait présenté au départ, je le disais, en passant par une mobilité durable, c'est-à-dire développer le transport public pour pousser la population à utiliser plus de transports publics que de transports privés. Et donc, ça signifie développer ce secteur qui permettrait de réduire la mobilité tout en gardant la satisfaction de ce besoin en mobilité. Et aussi, on a besoin de rupture de technologie. Donc, c'est-à-dire que ce soit dans le transport marchandises, surtout, mais aussi dans les bus urbains. On a tendance à dire que plus ils sont nombreux, plus il faudrait mieux se focaliser, mais en fait, il vaudrait mieux, parce que le transport de marchandises et surtout les gros véhicules, c'est-à-dire les bus, consomment beaucoup. Et donc, il faudrait avoir des politiques qui permettraient de développer, par exemple, ces transports publics en utilisant des technologies beaucoup plus propres, par exemple, utilisant des biocarburants, utilisant la technologie hybride ou même électrique. Et aussi, la pénétration de ces nouvelles ruptures technologiques va avoir une conséquence sur le réseau électrique pour ces véhicules, du fait de la consommation de ces véhicules électriques, comme on a pu le voir au niveau de la consommation en énergie. Et donc, cela va avoir un coût. Et comme on l'avait expliqué, cela se voit. Par exemple, ici, dans un scénario de base, on voit qu'on a beaucoup de coûts de maintenance du fait d'un parc vieillissant. Alors que lorsqu'on passe à des scénarios beaucoup plus contraignants, que ce soit la limitation de l'âge des véhicules importés, l'amélioration des infrastructures ou limitation des émissions, on se rend compte qu'on est obligé d'investir dans des véhicules beaucoup plus avancés, donc beaucoup plus chers, et ce qui fait qu'on le voit au niveau des coûts d'investissement. Et on le voit, par exemple, on le compare par rapport au scénario de base, on voit qu'on a une explosion, par exemple, de ces coûts. Et là, lorsqu'on part dans un scénario 50% limitation, on voit largement la différence entre ce scénario et les autres scénarios. D'où, effectivement, on peut avoir des politiques de réduction des émissions, des politiques de développement durable, etc. Mais ça aura un coût. Et ces modèles permettront d'arbitrer entre le niveau d'investissement qu'un pays ou une sous-région peut se permettre pour atteindre un certain niveau de développement durable. Et donc, de pouvoir dessiner sa trajectoire d'ici un court, moyen, long terme de développement durable en fonction de l'évolution de son économie. Et donc, finalement, on arrive à la conclusion suivante. De tout ce qu'on a pu voir, la première idée maîtresse de tout ce qu'on vient de voir, c'est que c'est l'importance de la disponibilité des données statistiques. Sans données statistiques, on est obligé d'utiliser des données moyennes, soit de la sous-région, du continent, etc. Et donc, cela peut ne pas forcément refléter des analyses beaucoup plus détaillées en fonction des pays. Par exemple, on n'a pas forcément le même type de désagrégation au niveau du secteur transport par pays. Prenons l'exemple, par exemple, du Bénin, où on a plus de 2-3 roues qu'au Sénégal. Et donc, il y a une forte majorité de 2-3 roues dans le secteur transport au Bénin qu'on n'a pas au Sénégal. Et donc, répliquer les analyses du secteur Sénégal pour, par exemple, le Bénin ou en RDC ne serait pas cohérent. Ce ne serait pas cohérent. Et donc, c'est pourquoi il faudrait avoir une disponibilité de données beaucoup plus détaillée de la statistique, donc des enquêtes pour connaître l'évolution du parc aussi et de la consommation
de taux de remplissage, comme on a pu le voir, certains indicateurs. Et donc, à travers cette analyse, cette deuxième partie de session, on a pu mettre en exergue les apports entre modélisation systémique, qui permet d'aller beaucoup plus loin en termes d'analyse, que ce soit au niveau économique et technique, et une approche comptable où toutes les données seraient, on va dire, les hypothèses seraient plutôt exogènes. Et donc, cela permet de mettre aussi en exergue l'extension des compétences en statistique dans la modélisation prospective, parce qu'on a besoin de statistiques pour pouvoir mettre en place un modèle détaillé. Et aussi, ces modèles, l'approche bottom-up permet, on a un nombre innombrable d'extensions. Donc, par exemple, analyser beaucoup plus finement la base de données. On peut intégrer des contraintes beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, et pour adapter ça aux réalités du pays considéré. Et on peut même analyser les études de rétroaction sur la demande de mobilité. Par exemple, comme on a pu le voir, la réduction de la mobilité, etc., en fonction de la politique. Et donc, cela nous amène alors à notre dernier menti. Et donc, on va terminer sur un menti avec quelques questions pour que vous nous donniez votre point de vue sur ces questions. Quelles seraient, à votre avis, finalement, les politiques prioritaires du secteur transport? Alors, on attend donc quelques réponses. Peut-être qu'il faudrait réactualiser pour voir s'il y a des réponses. Ah, contrôle, oui, effectivement, pour mieux contrôler surtout les importations de véhicules d'occasion, pour avoir une mainmise sur l'âge moyen de ce qui se passe, surtout en termes de sécurité, mais aussi en termes de consommation. OK, donc pour le moment, on n'a qu'une seule réponse. Alors, on pourrait aussi parler de mobilité, de politique de mobilité. OK, réglementation du secteur, biocarburant, effectivement. Pousser la mise en place de carburants alternatifs tels que les biocarburants, etc. D'accord. Bonus-malus, excellent. Effectivement, on voit que toutes ces idées rejoignent ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la mise en place de politiques efficaces au niveau du secteur du transport. D'accord. Biocarburant, effectivement. OK. OK. Donc, contrôle. En gros, contrôle, disponibilité des données. D'accord. Donc, la disponibilité des données serait plutôt pour permettre d'avoir une idée de quelles seraient ces politiques prioritaires. OK. Limitation âge des véhicules. OK. Excellent. Donc, grosso modo, on peut récapituler ça en quelques points, c'est-à-dire la mise en place de politiques de suivi du secteur de transport. Et cette politique doit être mise en parallèle de politiques pour influencer les futurs achats des consommateurs en termes de véhicules propres, pardon.
à travers la mise en place de subventions, bonus-malus, etc., comme vous l'avez si bien spécifié. OK. Et donc, ça nous amène alors à la prochaine question. D'accord, donc oui, super. Donc, on peut déjà passer à la... Donc, après avoir bien résumé tout ce qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui avec la première partie de la session et la deuxième partie de la session, quelle est l'approche qui vous semble la mieux adaptée pour une planification au niveau national? Un consensus d'experts, l'approche comptable simplifiée comme l'avait présenté Eddy, où on mettrait en place des évolutions exogènes de parts de marché, ou une modélisation systémique comme j'ai pu le présenter avec, par exemple, le secteur transport. On peut le dupliquer aussi pour le secteur industriel, quoi que ce soit, où on aurait une évolution beaucoup plus détaillée de ce qui se passe dans ce secteur d'ici 15, 20, 30, 40, 50 ans. OK, d'accord. Donc, selon vos sensibilités. OK, donc la modélisation systémique est toujours en première position. OK, d'accord. OK, OK. D'accord, toujours modélisation systémique. Il y a quasiment un même niveau entre l'approche comptable et le consensus d'experts. Effectivement, les deux sont concomitants, on peut dire ça. Ils sont, parce que pour les approches comptables, on a besoin aussi d'analyses d'experts pour définir de manière exogène certaines évolutions de parts de marché. Par contre, on voit que vous êtes tous derrière la modélisation systémique et comme on a pu le voir à travers ce qu'on a pu, lorsqu'on a posé cette question à la plupart des pays de la sous-région avec qui on avait discuté, effectivement, ils étaient tous en majorité pour la modélisation systémique, effectivement, qui permet d'avoir beaucoup plus de détails, mais cela demande vraiment une base de données assez fournie pour pouvoir faire des analyses beaucoup plus fines et qui seraient en relation avec les réalités même au niveau local. Donc, on pourrait même passer à la dernière question. On va finir avec cette question. Merci pour ces réponses. Alors, comment évaluerez-vous les assertions suivantes? Nous disposons de statistiques plus fines pour le transport. Voilà, comme on vous posait la question au début de la présentation. Une approche comptable simplifiée suffit pour mes besoins de modélisation. Une modélisation systémique peut avoir un intérêt pour mon activité et mes réflexions. Comment vous les évaluerez? Cela permettrait aussi nous permettrait aussi d'avoir ah oui, OK, une approche comptable, d'accord? OK. Pour le moment, l'approche comptable simplifiée semble suffisant pour les besoins de modélisation. On va attendre un peu pour voir. Ah, ça s'inverse pas. On verra. D'accord. Bon, il y a une grosse majorité, il n'y a pas vraiment de données très fines pour le secteur du transport. Si c'est toujours d'actualité, on serait preneur pour une construction beaucoup plus fine et beaucoup plus détaillée pour le Model Times RDC. OK, d'accord. On voit que c'est avec une petite avance pour l'approche comptable.
D'accord. OK. Ben, parfait. Donc, effectivement, l'approche comptable simplifiée suffit pour les besoins de la plupart, pour les besoins de modélisation. Cela signifierait peut-être qu'on pourrait mettre ça en lien avec la, l'horizon d'études, pardon, comment dirais-je, à court moyen terme. Mais pour des longs termes, il serait plus intéressant de se mettre au niveau d'une modélisation systémique qui permettrait d'avoir effectivement beaucoup plus de discussions et de réflexions sur les sujets en relation avec l'énergie. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Et donc, on a quelques réponses au niveau, quelques questions au niveau du chat. Donc, c'est à Eddy. Alors, Eddy, on te demande, on a fait l'application du modèle Marcal. Pourquoi ne pas l'avoir appliqué au contexte sénégalais? Alors, je peux commencer la réponse et te laisser compléter. Pour le cas sénégalais, Eddy l'avait appliqué aussi pour le cas sénégalais lors de notre session au Sénégal. Et donc, il va entrer plus en détail sur ce point. Donc, je te laisse la parole, Eddy. Oui, merci et désolé pour le temps. On avait tellement de choses à partager et je pense qu'on a été un peu plus long que prévu. Mais sur le cas justement du Sénégal, c'est ce qu'on essaie de faire avec Gondia, d'assister les pays, de montrer ce qu'on peut faire et de créer cette nouvelle communauté autour de la modélisation prospective. Donc c'est en cours. Gondia vient de vous montrer un exemple pour le transport et je pense que c'est une voie à suivre et c'est celle qu'on suit. Alors, voilà. Donc on est partant pour des idées dans ce sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc il y avait une question sur la disponibilité de ces modèles et l'accessibilité. Globalement, oui, ces modèles demandent aussi un temps de formation. On aura des séances dans les pays qui sont prévus. Et après, le niveau de détail du modèle va être celui qui va conditionner le délai pour le mettre en œuvre. Donc, le modèle Times a une base qui est ouverte. Après, l'accès aux interfaces est payant, mais globalement, c'est plutôt l'étape de disponibilité des compétences qui peut être aussi le facteur limitant. Alors, il y a une question. Le choix de l'année de base est lié à l'année qu'on a un maximum des données dans la série historique. Oui, effectivement. C'est un point c'est une remarque très intéressante. Effectivement, il vaut mieux avoir l'année où on a le plus de données et ça permet d'avoir une capture de ce qui existe à un niveau le plus détaillé. Donc, voilà. Et je pense que c'est comme ça on choisit d'ailleurs l'année de base, où on est quasiment sûr d'avoir le niveau de détail le plus avancé et qui permettrait d'avoir déjà une base de départ pour faire les tendances futures pour la modélisation. Vous pouvez aussi participer oralement si vous voulez, sinon à l'écrit dans le Q&A ou à l'oral rapidement, si vous voulez. Et pour les questions qui resteraient aussi, on dédiera le début de la deuxième session aux questions qui n'ont pas pu être exprimées parce qu'on a dépassé un peu le temps qui était imparti. Mais si vous avez d'autres questions, on pourra aussi y revenir. Le but, c'est vraiment de vous donner les éléments de compréhension et des éléments pour structurer vous-même
approches de modélisation pour des besoins de court terme ou aussi des besoins de long terme. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour aussi sur les points qui mériteraient peut-être un peu plus de précision dans 2 jours s'il y a des aspects qui n'ont pas été assez suffisamment développés. C'est important justement pour nous d'être au plus près des besoins réels que vous avez. Il me semble qu'il n'y a quasiment plus de questions, Eddy. Ouais. Donc, on va Gianluca. laisser la parole à Gianluca. Bonjour à tout le monde et merci à Eddy et Gondia pour cette session très informative, le focus aussi sur le transport. Comme on a plus de questions, je pense qu'on peut faire les wrap-up un petit peu de la journée. Merci encore pour avoir participé activement aussi sur les questions Menti et avoir écouté les informations très intéressantes et les méthodologies qu'ils ont partagées avec nous aujourd'hui, Eddy et Gondia. Importante, je pense, de mon côté, à redire aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir des données de qualité avec une fréquence importante pour pouvoir faire du travail de modélisation. Eddy et Gondia l'ont déjà dit beaucoup aujourd'hui, mais je voulais que ça reste comme un message important parce qu'on ne peut pas faire du bon travail de la modélisation si on n'a pas de données fiables avec une fréquence stable. Donc, je ne perds pas plus de temps pour vous, quand c'est l'heure de manger aussi, et je vous dis merci beaucoup et à vendredi pour la prochaine session de la formation. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Bon appétit.